Madagascar traverse une période politique et économique critique. Le président Andry Rajoelina semble perdre pied face à une crise qui s'aggrave chaque jour. Entre tensions sociales, mécontentement populaire et défis économiques, le pays fait face à une instabilité croissante. Dans cette vidéo, nous analysons les raisons de la descente aux enfers de Rajoelina, ses décisions controversées, la réaction de la population et les enjeux qui menacent l'avenir de Madagascar. Découvrez les témoignages, les faits marquants et les perspectives pour le pays. Cette analyse complète vous permet de comprendre pourquoi le président est aujourd'hui confronté à l'un des moments les plus difficiles de son mandat. Restez informés et suivez toute l'actualité politique de Madagascar dans cette vidéo. Les jeunesses, il y a une partie de la jeunesse qui prend le large, hein, et qui vont malheureusement mourir par la Méditerranée, en l'occurrence à l'océan Indien pour Madagascar. Une autre que nous voyons dans les capitales européennes, malheureusement, à ne rien faire, pourtant c'est des bras valides. Et l'autre catégorie de la jeunesse, c'est celle que j'ai vue à Madagascar, assez résiliente et qui ont intégré le fait que nous devons résister sur place parce que nous avons des aspirations à faire valoir et ils ont mis en place tout un mécanisme pour amener à la chute de ce régime. Vous parlez souvent de la géopolitique des peuples, c'est un concept que vous développez beaucoup. On voit que cet événement arrive aussi à la suite des manifestations au Népal. Finalement, c'était inévitable cette affaire à Madagascar lorsqu'on voyait les jeunes manifester déjà, Lucien. Écoutez, Carly, si on reprend toute l'histoire politique en fait, de Madagascar depuis la Première République avec Philibert Tsiranana jusqu'à la 4e avec Andry Rajoelina, on s'aperçoit que le mode de gouvernance du pouvoir met de côté les populations civiles, et que ce soit Andry ou d'autres, en fait, et valorise d'abord l'élite et les gens qui travaillent pour l'élite. Or, ce que M. Andry Rajoelina n'a pas su voir ou percevoir, c'est que cette jeunesse qui a été effectivement délaissée était une jeunesse qui, malgré elle, s'organise. Il n'y a pas de leader, en fait. C'est grâce, d'une certaine manière, aux réseaux sociaux, à l'Internet, etc. Et il y a cette prise de conscience. Vous voyez, on est parti d'un problème simple, mais fondamental. Comme dit Guy, qui n'est pas simplement conjoncturel, mais structurel. L'eau, l'électricité. Et de là, ça fait boule de neige et on s'aperçoit que, d'une certaine manière, d'autres problèmes sont arrivés et on a commencé à dénoncer le problème de la corruption, de la mauvaise gouvernance, du chômage. Il y a une espèce, en fait, d'horizon fini. Alors, Monsieur Andry Rajoelina, effectivement, on dit souvent qui tue par l'épée meurt par l'épée. Pourquoi? Eh bien, en 2009, effectivement, il a fait dégager, je suis désolé de le dire comme ça, Marc Ramalama grâce effectivement à l'armée. Bien. Il s'est pensé, en effet, intouchable. Et quand vous regardez toute l'histoire politique de ce pays, on s'aperçoit que, globalement, l'armée joue toujours un rôle important. Alors, la question qui se pose, j'espère que l'armée, en fait, va très vite participer à cette transition politique et retourner dans les casernes. Parce que si elle ne le fait pas, ça risque d'être préjudiciable à Madagascar en termes de politique de financement, en termes de gouvernance. Mais l'autre question qui est posée, sur quelle constitution va-t-on réfléchir, raisonner? Alors, c'est un vrai problème, et si on fait une translation avec ce qui se passe en Afrique, c'est la même chose comme Guy, c'est exactement la même chose. Ce qui est assez intéressant dans cette génération Z, bon, d'abord, c'est quasiment 70% de la population, hein, ils ont moins de 30 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont très conscients. Ils ne sont pas très politisés au sens où on l'entend, mais ils sont en fait très à l'écoute des problèmes qui se posent à eux. Les problèmes de corruption, les problèmes d'inégalité sociale. J'allais dire, c'est une génération morale, à défaut d'être politisée. Merci beaucoup, Lucien. Grégory, moi, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la composition de cette Gen Z. De quoi est-elle faite concrètement à Madagascar? Bon, elle est assez hétéroclite, hein. Je pense que vous savez, c'est ce qu'on a vu finalement dans ce mouvement, c'est que progressivement, tout le monde a commencé à se rallier au mouvement des jeunes. Pour parler des jeunes, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des moins jeunes, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient touchés, que ce soit
le monde des universités, le monde des syndicats des travailleurs, l'économie informelle. Il y avait plein de gens qui étaient touchés. Mais là où c'est intéressant sur ce qui a été dit, je pense que Madagascar, nous, vous savez, on a cette singularité, c'est qu'on est une île, qui plus est une grande île. Et souvent, on est précurseur de beaucoup de choses en Afrique, hein. Vous savez, la crise de 2002, c'était, souvenez-vous, on a fini à un moment donné avec deux présidents, avec Didier Rassière d'un côté et Marc Ravalman. Et quelques temps après, il y avait un peu la situation identique en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer par rapport à la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que notre continent est le continent le plus jeune. Et oui, je suis tout à fait d'accord et je rejoins également ce qui a été dit sur un problème structurel. On est face à un problème structurel. Il fallait donc conjuguer deux choses dans la politique à mener en interne, à savoir répondre à des choses conjoncturelles et structurelles. Et ça peut aussi penser, hein, si on devait prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé aussi au Sénégal avec le mouvement Y en a marre. Ça permet aussi cette alternance au Sénégal. Donc ça, je pense que c'est de bon augure pour Madagascar et ça peut en tout cas créer une prise de conscience. Parce que là, en fait, on parle beaucoup d'André Azoulay, mais quelque part, c'est surtout la classe politique qui est visée. Parce que là, aujourd'hui, on arrive à si on pouvait dire vulgairement, se débarrasser d'un chef d'État. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que la classe politique, on sait, la corruption, elle date pas d'André Azoulay, elle existait avant. Les problèmes d'électricité existaient aussi également avant. Donc, toutes ces questions-là, est-ce que notre classe politique est en capacité de pouvoir réagir à tous ces problèmes et à aider Madagascar à vraiment pouvoir émerger sur un plan économique et social? Grégory, regardez, ce sont les premiers mots du colonel Michael, le nouvel homme fort du pays. Il dit, on a pris le pouvoir, la crise a assez duré, on va prendre nos responsabilités. Que sait-on de ce haut gradé de l'armée? Bon, en fait, il faut savoir, hein, c'est il avait quand même une notoriété sur l'île, puisqu'il était quand même gouverneur dans l'extrême sud de Madagascar. Il avait été également incarcéré parce qu'il avait porté atteinte à l'État. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé, qui a des idées. Après, voilà, les réserves, elles sont toujours naturelles et légitimes pour tout observateur politique lorsque les militaires prennent le pouvoir, qu'ils puissent aider et encadrer une jeunesse à un moment pour ensuite déléguer le pouvoir aux hommes et aux civils, parce que je pense que c'est pour des politiques qui doivent gouverner. C'est plutôt dans cette direction que nous devons aller. Mais là, ce que je crains, vous savez, il y a beaucoup d'informations, il y a des rumeurs qui circulent. On entend cette jeunesse, la Gen Z a quand même, quand on parlait tout à l'heure de savoir s'ils étaient politisés ou non, on a entendu quand même un message qui disait que on aimerait bien que Madagascar puisse rejoindre l'AES. Vous voyez un peu le niveau de pensée qu'il peut y avoir et jusqu'où ça peut nous emmener tout ça. Donc il faut faire preuve de prudence parce que finalement, tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, c'était très valeureux. Ça reflétait une réalité sociale du pays et ça a pu être en tout cas partagé à l'ensemble de la communauté internationale. Mais j'ai envie de dire que le combat continue et il est encore plus dur à venir. Parce qu'il faudra encore être vigilant, voir sur ce qui va se passer, que cette transition ne dure pas. Parce qu'en 2009, souvenez-vous, quand il y a eu une transition, et il y avait aussi le CARSAT en 2009, lorsque le pouvoir a été donné à André Azoulay suite à un coup d'État, la transition avait duré 4 ans. Et on a vu le mal que ça a produit sur notre pays et on n'a pas envie de revivre ça. Parce que si on veut objectiver les choses, hein, le meilleur moyen d'objectiver les choses, c'est de voir ce qui s'est passé au cours de notre histoire. Et l'histoire nous enseigne beaucoup sur ce que les choses qui risquent de nous arriver dans un avenir immédiat et à moyen long terme. C'est bien une transition de 2 ans qui est prévue. C'est ce que j'ai vu ce matin avant de venir sur le plateau. C'est une information aussi que j'ai lue ce matin. Donc, bon, voilà. Là, on va quand même beaucoup voir ce qui s'est passé d'un point de vue constitutionnel et juridique. Parce que là, d'un côté, il y a tout l'argumentaire soutenu par le corps militaire et de l'autre côté le président, avec là quand même un certain nombre d'institutions qui ont été dissoutes, que ce soit le Sénat, que ce soit la HCC. Donc voilà, il y aura une sorte de bataille juridique parce que là, ce qu'on va essayer d'un peu détecter quelque part, c'est est-ce qu'on est vraiment face à un coup d'État juridiquement, ça a aussi son incidence par rapport aux bailleurs de fonds et aussi où vous envoyez à l'étranger quand on sait que Madagascar dépend grandement des aides internationales. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses là qui vont être considérées, appréciées et les constitutionnalistes et les juristes vont se pencher sur ce sujet-là.
Est-ce qu'il faut faire confiance à Guy Mafimba, aux nouveaux hommes forts du pays, à l'armée? Avant de répondre à votre question, je voulais apporter 2 ou 3 choses au sujet de ce mouvement Génération Z, parti du Népal, Maroc et autres. Je pense que c'est un moment important qui est dans la continuité de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Lorsque je développe souvent le concept de géopolitique des peuples, des populations ou des peuples, j'ai ajouté à cela le Big Bang géostratégique, parce que le monde est devenu multipolaire et avec comme facteur accélérateur l'Internet. Et je peux même dire qu'en fait, nous sommes dans une phase de cyberguérilla. Parce que, croyez-moi, j'étais devant mon écran et je participais au combat avec les jeunes malgaches. Qu'est-ce que je fais ? Je partage les vidéos, je partage. Mais c'est ça qui fait prendre conscience à des militaires qui sont dans les casernes. Donc, on a un moment assez spécifique. Et à cela, il faut ajouter 2 choses. Première chose, le co-panéliste, nous, de l'extérieur, on le perçoit. Moi, j'étais au Congo-Brazzaville, j'entendais parler de Didier Ratiraka. Pour nous, c'était un exemple à l'époque de la guerre froide. C'était l'ami du commandant Marian Ngouabi, c'était des révolutionnaires, des gens avec un background, un officier vraiment valeureux. Et n'oubliez pas une chose, monsieur le copanéris, Grégory peut-être, il se souviendra qu'il y a eu l'académie militaire d'Antirabé qui a fait naître des gens comme les Thomas Sankara. Les Thomas Sankara ont été formés dans cette académie militaire. Et cette académie militaire formait, comme on dirait, des officiers quasiment révolutionnaires. Chez nous, à Brazzaville, nous avons eu des officiers révolutionnaires formés à Madagascar, dont le capitaine Pierre Anga, qui à un moment a tenté de renverser. Donc, il y a une spécificité malgache dans cette idée... C'est l'école de la Révolution, Madagascar. Pardon ? C'est l'école de la Révolution. On peut le dire, hein, parce que ce qu'a fait Thomas Sankara aujourd'hui, et ce qu'a fait un certain nombre d'officiers, et n'oubliez pas que les Malgaches ont mené une guerre contre le colonial, contre la colonisation.